Mais il a quand même une relation de parenté, un lien de parenté avec la famille Mamri, donc avec Mouloud Mamri. Ali Amerken est docteur d'État en littérature allemande. Il est maître de conférences à l'université d'Alger, à Bouzelea, précisément. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la littérature francophone algérienne, particulièrement kabyle. C'est quelqu'un qui aspire justement à suivre les traces de Mouloud Mamri. On aurait aussi de le recevoir parce que c'est notre neveu, c'est le neveu des Aoukassiens. Donc, et il a peut-être indirectement un lien avec Rahman Slimane. Il va peut-être nous donner un mot sûr. Mais avant de commencer, avant de lui passer la parole, de son choix pour nous mettre justement au jus. Nasser Assala Degli. De mon choix, mais son choix là. Voilà, donc jusqu'à la dernière seconde, on a décidé une chanson. On va essayer de la vivre avec soit des with man, soit des with Steven Zara. يتمثني يكفى الصواب ضبضت ثمرر ثيرين من المكة يكفو الكذب يتغقر في الهوى تزرع مطرسين عثاب العذاب ذي العذاب يطفى أي مسدورة أي مسدورة ونكسون بثارو ثلي ذاك المكسورة ستماس تمشني في الهام تمشني في الهام من دي مجبورة انتو تذو شرور ذرب الشكوك اي مسدورة اي مسدورة كنت شون الثارو ثلي ثاكن بزوج دماس فيحولا شوك سيوالين يصوضوا ضواضو يصوضوا ضواضو يبي الدعوة
En même temps, des moments de la métaphore, la symbolique, donc tout donc avant de passer la parole à notre invité, je passe d'abord la parole et Oumdek Mahtar pour un mot. C'est très difficile de parler quand on est assis à côté de son professeur, qui m'a marqué durant mon cursus universitaire, et c'est avec une grande joie et un grand honneur qu'on l'accueille ici à Oukas, dans sa deuxième ville, dans la ville de sa maman, et Verzinde Tufrin. Et sans tarder, je lui passe la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier tout un chacun, notamment en particulier le Café littéraire d'Aucas, de m'avoir donné l'honneur et l'occasion de venir partager avec vous cette expérience de lecture d'un ancêtre et aussi bien sûr d'une icône incontestable et sans conteste de la culture et de la littérature berbère et algérienne. J'en profite par la même occasion pour rendre hommage modestement à notre intellectuel tout aussi brillant qu'était Rahmani Slimane, et qui faisait partie de la quintessence universitaire de Bouzarea, qui avait en son sein des intellectuels et des pédagogues, des scientifiques hors pair, qui sont d'ailleurs pour certains ailleurs, mais même s'ils sont ailleurs, leur legs est parmi nous, et nous en profitons, nous avons la chance et l'honneur d'en profiter, et j'espère de tout cœur, du moins en tant que chercheur et en tant qu'humain à part entière, de pouvoir leur rendre hommage et leur faire honneur du mieux que je peux. Et j'espère être digne de ce legs-là, et je suis très 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 heureux surtout, et j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous cette modeste lecture de La Colline oubliée, qui ravivera, je l'espère, nos mémoires tout un chacun. Et j'adresse aussi mes remerciements particuliers à mon ancien étudiant devenu ami très proche, Ikhlaf Mortal, pour cette initiative, parce que c'est lui qui m'a invité en premier lieu et qui a eu l'idée qu'on fasse cette conférence. Et je ne vois pas de meilleure reconnaissance que celle-ci, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, et je me réjouis d'ores et déjà par avance vous revoir lors d'une prochaine intervention. Et voilà, je pense que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pouvons déjà avancer. Voilà, comme vous le savez très certainement, mon intervention s'intitule « Symbolique et métaphoricité des lieux » dans le roman de Mouloud Mamri, La Colline oubliée. La Colline oubliée, roman de Mouloud Mamri paru en 1952, est l'histoire de personnages bien représentatifs de la culture berbère, mais aussi de ses lieux. Ces derniers sont loin d'être anodins. Ils signifient constamment et au gré du temps. Le lieu ou l'espace en fiction a cette sorte d'élasticité du sens. Il s'y dépose quantité de souvenirs, de repères, tel un dépôt des mémoires. Les espaces sont, comme le dirait si bien Pierre Nora, des lieux de mémoire. Ils sont donc perpétuellement en signification. Ils sont les signes d'une mémoire intergénérationnelle en constante construction, mais aussi des lieux de l'imaginaire collectif et individuel. C'est ainsi que je vous propose, chers auditeurs et lecteurs, d'en faire le voyage ou un voyage. Nos pensées, nos désirs, mais surtout notre imaginaire permettent une relecture infinie des textes littéraires. Cette lecture se décline au fil du temps, des individus et des spécificités culturelles. C'est pourquoi les lieux sont certes souvent figés topographiquement,
mais en aucun cas symboliquement. Les lieux peuvent être autres, ou des hétérotopies, comme dirait le philosophe Michel Foucault, tels des espaces qui se détachent du reste, notamment de ceux déjà institutionnalisés et préétablis. La colline oubliée s'inscrit dans cette optique et offre au lecteur multitude de significations, voire diverses connotations. Il faut entendre par là un acte en processus, car il, c'est-à-dire le lecteur, lui appartient de le charger lui-même en sens. Nous sommes donc en dialogue avec les lieux qui nous entourent et que l'on imagine ou construit par extension. Donc, on est à même de se poser les questions suivantes. Quelle est donc la portée symbolique et métaphorique de ces lieux? De quelle manière constituent-ils notre imaginaire et nos mémoires? Peuvent-ils signifier, entre guillemets, à l'infini? Et quels sont les mythes qui s'y constituent et s'y réécrivent? Je vous propose, chers auditeurs, de retrouver cette colline. Je dirais même que le Cap-Aucas va à sa rencontre. Tout d'abord, je voudrais, pour des raisons techniques, faire une petite esquisse d'une typologie des lieux ou des genres de lieux. Quand on lit La colline oubliée, ce qui m'a frappé, c'est surtout, hormis le sens poétique incroyable de l'œuvre, c'est sa structure aussi. C'est comment l'œuvre a été construite topographiquement parlant. Nous avons donc Thesga, le lieu principal, où se déroule l'intrigue et l'histoire, où on pourrait le qualifier de point névralgique du récit. Nous avons les hétérotopies, ou les lieux détachés, les lieux autres, comme Ta'assest, l'intérieur des maisons, la cour, les chambres. Ce sont des hétérotopies ou des lieux autres de l'enfance et de la jeunesse dans leurs univers secrets et inaliénables. Nous avons bien sûr principalement les lieux publics qui sont récurrents, notamment la fontaine, la place des pèlerins, la place des ormes, Tajmath, la mosquée, les champs, lieux de dialogue et de rencontre, les sphères socialement établies. Nous avons aussi les topoi ou les topos, la topographie de la transcendance et de la transgression, qui sont la montagne, mais surtout la rivière, lieu naturel, mystique, fantasmagorique de mythes en déclinaison, de transgression des normes sociales aussi, et des chimères, mais aussi le maquis et les mausolées. Nous avons aussi, en dernier lieu, à mon sens, les lieux lointains, mais aussi culturellement lointains, de l'altérité et de l'exil, tels l'Europe, le désert, l'étranger, mais aussi les alentours, et les lieux dits transculturels et les frontières. Thesga, notre mère patrie. Thesga, village du protagoniste Moqran, est, comme vous le savez certainement, le lieu de repère du lecteur. On dit souvent que les villages sont en périphérie par rapport aux villes, mais dans un contexte de fiction, ces lieux redeviennent le centre de toute chose. Les initiales du lieu des personnages Mnesh et Moqran laissent supposer qu'il s'agit là d'un cryptogramme de Tawil Tmimoun, avec le T et le M, la colline initialement oubliée. L'auteur y associe fréquemment son retour du Maroc avec la ville de Fès dans le texte pour les vacances d'été. C'est par la voix du cosmopolite Mnesh qui parcourt les pays que celle de l'écrivain se fait entendre et qui rappelle, biographiquement parlant, ses propres expéditions dans le Rif marocain et le retour au Bercail vers, je cite, page 152, le pays des gens heureux. Le narrateur dit, au tout début, page 19, d'octobre à juin, Mnesh était à Fès, où son frère vendait des soieries. Quand il venait à Thesga passer les vacances d'été, il était entouré d'un prestige indéfinissable, du mystère du pays inconnu et lointain qu'il venait de quitter. Tout en se trouvant au centre du récit, Thesga connaît des métamorphoses, des changements parfois brusques, parfois plus longs, notamment en période de guerre. Le village prend des allures de chronotope, c'est-à-dire d'un lieu où l'espace et le temps ne font qu'un. Ces métamorphoses obéissent souvent dans le roman à une symbolique des saisons changeantes, passant d'une vitalité euphorique et printanière, d'Edith Seja, à la pâleur et au dépérissement d'un automne interminable qui imprègne les lieux en quelque sorte déromantisés. En pages 28 et 29, nous pouvons lire « Les enfants ne se battaient plus. Ils s'asseyaient en rang sur la place comme les vieux. Un vent maléfique soufflait sur Thesga, cette tristesse qui suintait des murs.
Et puis trop de jeunes gens partaient pour la France, et les fontaines et les chemins, privés des rires et des jeux des jeunes filles, étaient devenus austères et sereins comme les raisonnements des sages. Ce lieu principal marque souvent le déracinement, malgré l'attachement indéfectible de ses habitants, en proie au tumulte d'une guerre qui ne les concernait pas de près. C'est ainsi que le lieu se personnifie en quelque sorte en une mère dangereusement séparée de ses enfants mobilisés. Le nom de Tesga prend les allures d'une personne, d'une femme du même nom, à la fois bienveillante et attristée. En page 47, nous pouvons donc lire « Tesga nous vit partir au milieu du même deuil et des mêmes gémissements qui avaient accompagné ceux de septembre. » La fin du récit est encore marquée par le départ et l'éloignement, cette fois définitif. L'hiver revient. Capri donc était pour Ménèche et Devda bel et bien fini. Tesga, le lieu de leur premier amour inavoué. Tesga incarne le malaise de nos villages aujourd'hui. Page 27, depuis longtemps, en effet, notre cité souffrait d'une maladie étrange, insaisissable. Nous avons aussi les chambres secrètes. Le lieu de concurrence, ou entre guillemets le contre-lieu de Tesga, est sans conteste la fameuse Ta'sest, la gardienne et la garde. Ce que cette chambre recèle relève du mystère du début à la fin. Cette forteresse, ce donjon, comme le cite le texte par la page 24, qui rappelle à tout un chacun ses propres événements intrépides, le détachement et la désobéissance frivole d'une jeunesse. Tesga, la garante d'une innocence et d'une authenticité qui se veulent intactes, préservée à jamais de toute souillure ou aliénation. Ce lieu de prédilection reste clos et ouvert à la fois. Fermé à ses non-initiés, hormis Asie et compagnie, et ouvert à l'imaginaire du lecteur qui y verra son propre jardin secret. Ta'sest est la garante, le leitmotiv, le réceptacle de notre bohème, d'un imaginaire également individuel. Elle redevient en alternance le centre du récit. Le roman dit, vu d'un point de vue quelconque de Tesga, notre donjon apparaissait debout contre le ciel et dominant les maisons basses du village comme un berger au milieu du troupeau. C'est pourquoi nous l'avions baptisé Ta'sest, la garde. Depuis longtemps, nous avions fermé Ta'sest, ainsi on avait gardé la clé. Un contraste saisissant nous anime autour de cet endroit mystérieux. Bien qu'il semble être le berceau de jeunesse du narrateur, il règne une certaine hésitation de la part de ses gardiens à l'ouvrir, comme si, je cite, une étrange malédiction semblait s'acharner sur nous. Il y est en effet associé à la mort tragique du personnage Moh atteint du typhus, page 122. Cet épisode découle métaphoriquement sur un possible châtiment si Ta'sest venait à être un jour profané par les desseins cupides de Medour, qui la qualifie, je cite, de taudis, vénérée comme une vieille idole, page 162. Le narrateur la compare à Byzance envahie par les Turcs. Ta'sest revêt les aspects d'un cimetière pour objet inutile, mais aussi la nécessité d'éveiller les mémoires. En page 122, nous pouvons lire « Aussi, mon père nous a-t-il proposé de lui, c'est-à-dire Moh, aménager Ta'sest, où nous avions remisé les jarres inutiles, les meubles cassés ou hors d'usage, toutes les vieilles choses. Depuis l'époque lointaine où nous y étions plus, nous ne l'avions plus jamais ouverte, Asie et moi, par une entente tacite. » Ta'sest est le point culminant du roman, qui narre en outre le décès quasi héroïque de Muqran, voulant à tout prix regagner Tesga par le dangereux col de Kouilel. Le symbolisme des sommets qui en émanent semble mettre en avant une utopie, celle des personnages principaux qui rêvent et rêvent encore de jours meilleurs, d'ascension vitale. Les lieux semblent ici transmuter et mettre en scène l'éternel combat entre la vie et la mort. En rendant à Muqran un dernier hommage au cimetière de Taqarraf, avant son départ définitif, le narrateur dit sur un ton solennel « Adieu jusqu'au jour prochain où, à coup sûr, mon âme retrouvera la tienne, et celle d'Asie, Idir et de Kou pour refaire ensemble Ta'sest dans un monde où la souffrance
ni l'obstacle ne seront plus. Adieu, Moqran. Page 197. Les chambres sont par ailleurs les lieux de l'intimité par excellence, des tabous cachés, tels que la relation extra-conjugale entre Ménèche et Devda, comparée alors aux personnages bibliques et amoureux de Samson et Dalila, voir page 16. La thématisation des tabous sociaux est opérée en outre par une opposition de nature topographique déjà décrite au début du récit. La sphère publique est strictement distinguée de la privée par un lexique des seuils, des portes poussées et des limites sociales, elles aussi repoussées, comme dans le passage suivant. Je vis en passant que la chambre de Devda était encore allumée, et derrière la croisée, la femme d'Ekli, qui passa et repassa plusieurs fois. Je poussai la porte de frêne massif qui donnait sur la place. Juste au moment où j'apparaissais sur la dalle la plus éloignée, quelqu'un plongea brusquement la tête dans son burnous. À la couleur mauve du manteau, je reconnus Ménèche. Les lieux de transcendance et les transgressions. Les lieux de la colline oubliée, des lieux de la colline oubliée, émanent particulièrement une esthétique de la transgression et de la transcendance des sens. Ces premiers sont les fameuses zaouïas et leurs coupoles, mais aussi la rivière. Ces deux types de lieux ont en commun une métaphore de la fertilité et de l'orgie, et témoignent tous deux des croyances originelles de leurs habitants. Leur lecture transporte le lecteur et l'arrache de ces repères topographiques constants, ne répondant à aucune logique ou à une limite bien déterminée. C'est l'ouverture vers d'autres dimensions, en quelque sorte astrale pour un onirisme animiste, ou par la transe de rythme endiablé pour conjurer le sort. En pages 93 et 94, le narrateur décrit la visite en secret de la coupole de Sidi Ammar par les camarades de Taassest, afin de prendre part à un rite qui donnerait enfin à Azi un enfant, et dont la beauté se heurte aux yeux des autres à une stérilité coriace et dérangeante. À la perception transcendantale des personnages correspondent désormais les limites momentanément dissipées de la coupole magique. L'espace fond et se confond. Il relie les opposés, les hommes et les femmes, en laissant place à une musique, je cite, sauvage, monotone, martelante, déchaînée, ou au contraire caressante et douce comme un baiser. Page 94. C'est ainsi que les notes de violon invisibles se lient à cette fumée propice au rêve, et qui estampait les lignes, noyait les murs, les durs contours, Les flammes d'une multitude de bougies tremblaient dans tous les coins. Le récit dépeint de la même manière le mythe de la fiancée du soir, toujours incarné par Azi à travers l'entremise de motifs du principe féminin de la nature. Les pages 138 et 139 la décrivent, ainsi que les autres femmes, telles des nymphes ou des amazones rejoignant leur lieu de prédilection, cette rivière mystérieuse et dangereuse à la fois, je cite, où la lune se jouait, continuait de guider dans la nuit la procession de ces blanches campagnes. Le symbole prédominant est ici la lune, symbole du principe féminin. La rivière se révèle ici comme un espace matriarcal, malgré la présence d'hommes, symbolisés par des, je cite, bracelets d'or ou des soleils masculins blafards. Ce moment irréel est inséré par l'auteur, premièrement via la symbolique de la fenêtre, de laquelle Azi poussa un cri étrange, page 138, comme pour conjurer le triste sort de son existence maudite, ou comme pour l'accomplissement d'un rite étrange. Elle est aussi décrite comme une magicienne, je cite, à la sérénité des momies des dieux morts, page 139. Peut-être l'auteur fait-il allusion par là à la symbiose des dieux égyptiens Isis et Osiris, dont la communion posthume donne naissance à la transmutation au-delà de la mort. Cette transition des lieux réels du récit vers les lieux imaginaires est réalisée en second lieu, j'ai mis en italique, par l'insertion d'un segment de texte parallèle à celui du roman, qui est le carnet de Moqran, cité comme référence page 142. Les guillemets ouverts en page 138 et refermés page 142, j'insiste là-dessus parce qu'on a aussi affaire à un topos, à un lieu textuel proprement dit, constitue un lieu paratextuel
qui illustre le phénomène et le statut du texte en tant que topos et lieu. De cette manière, les textes s'imbriquent les uns dans les autres en filigrane et donnent naissance à un tout autre genre de lieu. À l'instar de la rivière, le col de Kouilel est aussi personnifié comme une créature anthropophage, c'est-à-dire dévoreuse d'humains. C'est le triste sort que connaîtra Moqran en tentant de traverser le col pour rejoindre Fesga, à pied par une tempête de neige. Sa traversée peut être connotée avec une blanche descente aux enfers et à la mort. La couleur blanche écrasante et dominante de la topographie décrite entre les pages 146 et 153 connote avec l'idée de la mort symbolisée ainsi dans les cultures asiatiques. Outre les hallucinations qui lui donnent l'impression de percevoir le spectre et d'apercevoir le spectre de sa femme, je cite, « Tout l'espace bientôt fusa devant lui de traits blancs qui s'enchevêtraient dans toutes les directions » page 150. À l'effacement de sa personne et de son âme correspond, topographiquement parlant, celui de cet infini espace blanchâtre, terne, froid et vide. Ici aussi, les lieux semblent perdre leur contour dans une infinité inquiétante, où les opposés se confondent, une fois de plus. Pour Moqran, c'était en quelque sorte voir sa Naples et mourir. Comme on dit en italien, vedi Napoli e poi muori. Quand il arriva au col, la neige avait déjà barbouillé de blanc tout l'espace. Devant Moqran surgit brusquement le spectacle de tout le pays kabyle, étendu à ses pieds. Les heureux du bas pays ignoraient les tempêtes des hauteurs. Ces hallucinations deviennent fantasmes en des lieux annihilés, aux airs à la fois d'utopie renaissante et de cimetière blanc guettant sa mort. Le sien fut en définitive celui des Ed-Shalel ou Thaqaraf, comme dirait-on en kabyle Thaqaraf del-Mouts. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots opéré, les berbérisants nous le diront. Il était plongé dans une béatitude délicieuse. Plus rien n'existait autour de lui, la neige ni le froid. Dans un espace vide où rien n'était, la tempête ni la voix, ils étaient deux, Asie et lui. Il n'aurait même pas pu dire où il était, ni s'il était loin ou près de Tasca, page 153. Donc les lieux lointains de l'altérité et de l'exil. Les lieux lointains ou de l'étranger sont caractérisés dans le roman par des dimensions trans ou interculturelles, souvent chargées de faits historiques insérés en fiction. Le vécu des personnages fait notamment référence à la guerre, mais aussi à un exotisme en quelque sorte inversé, entre guillemets, décolonisé. Il s'y opère une opposition des lieux d'un autre genre, celui des lieux restés encore naturels, ou tout au moins authentiques, des autres ayant connu une ère industrielle, certes florissante, mais tout aussi destructrice. Cette alliance anachronique des lieux du récit et des pays étrangers témoigne de l'exil des hommes, désertant jadis les villages, par choix ou par force, à la recherche de cieux plus cléments, mais surtout plus propices au gain de la vie. Ces hommes étaient aussi rattrapés par la guerre pour servir de chair à canon aux troupes alliées face aux périls fascistes. Mais les expéditions de nos protagonistes masculins au Maroc témoignent au moins d'une dimension autobiographique de l'auteur, mais rappellent également une altérité, cet autre qui est en nous, en faisant référence aux tribus berbères du Rif. Il s'agit là, comme le dit si bien le texte, de franchir, page 32-33, la frontière. Pas uniquement celle du Maroc espagnol, mais aussi celle de sa propre culture. Idir, qui était à Tlemcen, passait la frontière, je cite, habillé en juif et monté sur un vieil âne. Les berbères rifains étaient alors ses compagnons d'armes. Voir une même page. L'éclectisme ou la combinaison de différents lieux donne forme à une autre hybridité, cette fois des discours ou des textes à travers laquelle récits de fiction et histoires factuelles avec un grand H s'entremêlent. Les passages suivants rappellent fortement les discussions parfois houleuses qu'entretiennent les 10 anciens du village, notamment chez nous, ici, reliant ainsi des destins improbables tout en interprétant leur propre réalité. Curieusement, les hommes de Tasga associent en anecdote la libération de l'Europe du péril nazi à la fête de l'Aïd,
et à son sacrifice miraculeux. Je cite, « Les nouvelles de la guerre rompaient à peine cette atmosphère d'angoisse. Les hommes bêtement recommençaient à se passionner pour l'un ou pour l'autre champion. Peu avant l'Aïd ou l'Aïd, le maquignon savait que si l'homme à la moustache, Vauchlarm, comme il appelait Staline, n'était pas entré à Berlin le jour de la fête, Dieu pourrait toujours attendre le mouton qui devait lui être sacrifié ce jour-là. Un taleb arrivé de Tunis répandit en libation une tasse de thé sur le journal où était annoncée la prise de Kharkov par la Wehrmacht. Page 96, il faut entendre aussi une métaphore de libation comme un rite antique où il fallait verser le sang sacrificiel. C'est une métaphore de la guerre, certainement. Et ce que je trouve très intéressant, très subtil, c'est la description du journal comme étant une sorte de paysage sur lequel s'étend justement le fléau de la guerre et aussi où les écritures se superposent les unes aux autres ou sur les autres. Tesga représente, de par son statut d'hétérotopie, un lieu autre, comme je le disais, où demeure encore une nature intacte, encore préservée des grands tumultes de la guerre et de la civilisation industrielle. La colline oubliée est certes un récit au territoire limite, voir page 131, mais parfois d'effacement illusoire des lieux, comme c'est le cas pour le périple de Mokram, encore une fois, au col de Kouilel. En page 130 du roman se trouve un autre exemple de suspension topographique, cette fois de nature utopique. L'utopie qu'on définit généralement par un non-lieu incarne des idéaux, une vie dans le meilleur des mondes. Le motif de la neige vient accentuer cet effacement blanchâtre à l'inertie quasi fatale. C'est ainsi que le personnage principal eut à annoncer la douloureuse nouvelle du décès de Moh à sa mère et dut gagner sa tribu d'origine, la tribu des Boado. Il se retrouva bientôt, je cite, coincé à cause des sentiers entièrement neigés. En page 128, nous pouvons lire donc dans la maison de Tessadit avec de maigres provisions. Le récit opère par là une réécriture des mémoires, une transposition des souvenirs ressuscités de Moh à travers le narrateur. Je cite, « Moh, dans la première enfance, était toute passée en ces lieux, venez gâter ma joie, car ainsi replongé dans cette vie naturelle, avec ses paysans grossiers et simples, au milieu d'une nature dont l'âpreté même m'était un délice. Je tâchais d'écarter tous les fantômes, d'effacer tous les souvenirs. Le plus aisément, j'oubliais qu'il eût quelque part un lieu, et des êtres auxquels était rivée ma vie, irrémédiablement. Et de par le monde des menaces gigantesques, des heures énormes où j'allais moi aussi être pris. Ces lieux autres sont aussi et surtout ceux de l'exil forcé des hommes qui doivent gagner la croûte ailleurs et nourrir leur famille. Le déracinement des hommes et l'abandon des familles respectives sont des thèmes assez récurrents dans la littérature et la culture berbère. La douleur de la séparation chez les femmes se catégorise selon la destination. Ibrahim et son épouse sont cités comme exemple, page 189. Aller à Alger, en pays arabe, voire à Tunis, au Maroc, passe encore, mais au Sahara, ah, mieux vaut cette laide misère toute la vie qu'un mois d'exil en pays inconnu. Le maquis d'Ouali, page 121, demeure le lieu archétype de la marginalité, de la rébellion et surtout du non-conformisme social. Ouali, en compagnie du célèbre impénitent, je cite, page 116, Ravah, incarne le personnage insoumis, mercenaire, toujours intrépide, en quête d'aventure aussi dangereuse que palpitante, comme sa tentative d'assassinat à l'encontre du colporteur Oul Hajj, page 133, dans le sud du pays, afin de conquérir son épouse, la belle Kulsouma, près de la fontaine du village d'Oumarouch. Une fois de plus, le désert aride, mais aussi la forêt ou le maquis se révèlent, en dépit de leurs différences topographiques, être des lieux, entre guillemets, de perdition. J'en arrive aux conclusions. La colline oubliée restera jamais gravée dans nos mémoires, ces lieux où perdure notre identité, quelle qu'elle soit. Tel le cri d'Asie à sa fenêtre,
Elle nous appelle et rappelle qu'on n'existe qu'à travers ses propres racines, que sans repère, nous sommes condamnés à l'errance identitaire. Thesga est le symbole exemple d'un lieu imprégné d'une jeunesse immortelle en mémoire. Nos lieux ne survivent qu'à travers les pèlerinages qu'on y effectue. Il s'y dépose moult utopies et mythes qui constituent essentiellement notre culture. Cette dernière est en constant dialogue avec les autres, car nous nous définissons en quelque sorte qu'à travers cet autre. En les visitant, nous revisitons nos propres existences. Ce qui disparaît, ce ne sont pas les lieux mêmes, mais nos souvenirs et nos mémoires. Ils en appellent à un devoir intergénérationnel qui devrait être nourri d'une oralité ou d'une tradition orale bien propre à notre culture. Thesga est notre mère, que serions-nous sans elle? Une mère, donc, est toujours garante de la mémoire de ses enfants. Je vous remercie de votre attention. Donc la parole est à vous. Avant de nous engager dans le débat, je repasse la parole à Oumdek Mahtar. Peut-être il veut dire quelque chose. Je vous passe directement la parole. Merci Bouloud. Merci Ali pour ce que tu viens de nous raconter. Et le débat est ouvert à vous.